Rousseau, les confessions, le passage du ruban volé. La seule mademoiselle Pontal perdit un petit ruban couleur de rose et argent déjà vieux. Beaucoup d'autres meilleures choses étaient à ma portée. Ce ruban seul me tenta. Je le volai, et comme je ne le cachais guère, on me le trouva bientôt. On voulut savoir où je l'avais pris. Je me trouble, je balbutie, et enfin je dis en rougissant que c'est Marion qui me l'a donné. Marion était une jeune Mauriennoise, comme Madame de Verselis avait fait sa cuisinière quand, cessant de donner à manger, elle avait renvoyé la sienne, ayant plus besoin de bon bouillon que de ragoût fin. Non seulement Marion était jolie, mais elle avait une fraîcheur de coloris qu'on ne trouve que dans les montagnes, et surtout un air de modestie et de douceur qui faisait qu'on ne pouvait pas la voir sans l'aimer. D'ailleurs, bonne fille, sage et d'une fidélité à toute épreuve. C'est ce qui surprit quand je la nommai. On n'avait guère moins confiance en moi qu'en elle, et l'on jugea qu'il importait de vérifier lequel était le fripon des deux, Marion ou Rousseau. On la fit venir, l'assemblée était nombreuse, le comte de la Roque y était. Elle arrive, on lui montre le ruban, je la charge effrontément. Elle reste interdite, se tait, me jette un regard qui aurait désarmé les démons et auquel mon barbare cœur résiste. Elle nie, enfin, avec insurance, mais sans emportement. M'apostrophe, m'exhorte à rentrer en moi-même, à ne pas déshonorer une fille innocente qui n'a jamais fait de mal. Et moi, avec une impudence infernale, je confirme ma déclaration et lui soutins en face qu'elle m'a donné le ruban. La pauvre fille se mit à pleurer et ne me dit que ces mots. « Ah, Rousseau, je vous croyais un bon caractère. Vous me rendez bien malheureuse, mais je ne voudrais pas être à votre place. » Voilà tout. Elle continua de se défendre, avec autant de simplicité que de fermeté, mais sans se permettre jamais contre moi la moindre invective. Cette modération, comparée à mon ton décidé, lui fit tort. Il ne semblait pas naturel de supposer d'un côté une audace aussi diabolique et de l'autre une aussi angélique douceur. On ne parut pas se décider absolument, mais les préjugés étaient pour moi. Dans le tracas où l'on était, on ne se donna pas le temps d'approfondir la chose, et le comte de la Rogue, en nous renvoyant tous les deux, se contenta de dire que la conscience du coupable vengerait assez l'innocent. Sa prédiction n'a pas été vaine, elle ne cesse pas un jour de s'accomplir. J'ignore ce que devint cette victime de ma calomnie, mais il n'y a pas d'apparence qu'elle ait après cela retrouvé facilement à bien se placer. Elle emportait une imputation cruelle à son honneur de toute manière. Le vol n'était qu'une bagatelle, mais enfin c'était un vol, et qui plus employé à séduire un jeune garçon. Enfin, le mensonge et l'obstination ne laissaient rien à espérer de celle en qui tant de vices étaient réunis. Je ne regarde pas, même, la misère et l'abandon comme le plus grand danger auquel je l'ai exposé. Ce souvenir cruel me trouble quelquefois, me bouleverse, au point de voir dans mes insomnies cette pauvre fille venir me reprocher mon crime comme s'il n'était commis qu'hier. Tant que j'ai vécu tranquille, il m'a moins tourmentée, mais au milieu d'une vie orageuse, il m'ôte la plus douce consolation des innocents persécutés. Il me fait bien sentir ce que je crois avoir dit dans cet ouvrage, que le remords s'endort durant un destin prospère et s'aigrit dans l'adversité. Cependant, je n'ai jamais pu prendre sur moi de décharger mon cœur de cet aveu dans le sein d'un ami. La plus étroite intimité ne me l'a jamais fait faire à personne, pas même à Madame de Warens. Tout ce que j'ai pu faire a été d'avouer ce que j'avais à me reprocher, une action atroce, mais jamais je n'ai dit en quoi elle consistait. Ce poids est donc resté, jusqu'à ce jour, sans allègement sur ma conscience, et je puis dire que le désir de m'en délivrer en quelque sorte a bien contribué à la résolution que j'ai prise d'écrire mes confessions.